saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce magazine Le Saviez-vous, magazine du savoir, de découverte. Ce soir, nous allons nous arrêter sur Kelo Bantu. C'est Kelo Bantu qui nous intéresse. Pour ce numéro, nous allons parler du leadership féminin. Et pour parler du leadership féminin, nous avons donc invité pour vous une dame. Elle est leader aussi, effectivement. C'est pourquoi elle est avec nous. Elle participe à Kelo Bantu aussi depuis 2 éditions déjà. Elle s'appelle Edwige Takassi. Elle est donc directrice générale de Wi-Fi Consulting, qui est un cabinet spécialisé en finances inclusives et management en Afrique. Elle a également plus de 18 ans d'expérience dans le secteur financier en Europe et en Afrique. Elle a travaillé plus d'une dizaine d'années comme DGA de Procrédit puis Equity Bank. Elle a plusieurs casquettes en tout cas. Ce soir, nous allons la découvrir à travers ce numéro spécial Kelo Bantu, leadership féminin. À tous et à toutes, bienvenue. Alors, on va dire bonsoir et bienvenue à Madame Edwige Takassi. Merci, bonsoir. Vous allez bien ? Ça va très bien, et vous-même ? Je vais très bien aussi. Alors, tout à l'heure, j'ai énuméré quand même quelques titres ou quelques fonctions que vous avez eu à occuper. Il y en a beaucoup, hein. Vous êtes beaucoup de choses à la fois. Je me demande comment on arrive à avoir autant de casquettes. Je pense que c'est une question d'ambition, de vision, de passion. Et dans mon cas, j'ai aussi été très soutenue dans mon entourage, d'abord par ma famille, mes parents, et puis ensuite par mon mari, mon entourage. Donc, je pense que c'est important d'avoir plusieurs passions et d'être conscient qu'on peut vivre plusieurs passions en même temps. On n'a pas besoin de rentrer dans une seule catégorie. Voilà. Alors, je disais que c'est spécial Kelo Bantu. Pour ceux qui ne savent pas, Kelo Bantu, c'est une plateforme. Kelo Bantu est une plateforme qui est axée, qui met un accent, qui veut en tout cas développer le capital humain dans les entreprises. C'est pourquoi on est là ce soir, comme je le disais, Madame Edwige est en même temps aussi chef d'entreprise, comme on l'a dit, qu'elle est DG de Wi-Fi Consulting. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours, parce que en parlant des 18 ans d'expérience, 10 ans en tant que DGA, ça fait plusieurs années que vous êtes en tout cas dans cette sphère de décision, on va dire. Oui, effectivement. En fait, j'ai commencé ma carrière comme caissière. Au tout début de ma carrière, pour financer mes études, je travaillais comme caissière dans une banque. Et une fois que j'ai été diplômée, j'ai travaillé comme auditrice dans un cabinet d'audit, PricewaterhouseCoopers, avant de travailler de nouveau dans le secteur bancaire où j'ai gravi les échelons, en fait, petit à petit. Ce qui m'a amenée ensuite à être DG d'une institution de microfinance au Ghana. Donc, c'est là que j'ai vraiment fait mes preuves dans l'inclusion financière. Et ensuite, comme DGA ici en RDC, pour Procrédit Bank à l'époque. Très bien. Alors, moi, quelque chose, je sais pas, peut-être que ceux qui sont déjà dans la finance, moi, je suis vraiment bleu dans la finance. J'espère que les gens qui suivent Le Saviez-vous ce soir vont découvrir, parce que c'est aussi le but un peu de l'émission. C'est une émission de découverte, mais elle est pédagogique aussi en même temps. Alors, vous êtes spécialisé, en tout cas, le cabinet est spécialisé dans la finance inclusive. Ça veut dire quoi, finance inclusive ? Très bien. Alors, le concept de finance inclusive, c'est de se dire que le métier de banquier, c'est pas qu'un métier, comme on disait autrefois, uniquement pour prêter aux riches. Justement, ça va contre cette conception, c'est se dire qu'aujourd'hui, les services financiers, c'est quelque chose d'utile et important pour tout le monde. Donc, les spécialistes de la finance inclusive, souvent, c'est des institutions de microfinance, parfois des banques qui ont au cœur de leur stratégie la volonté d'aller vers les secteurs d'activité qui sont peut-être un peu moins servis par le secteur bancaire classique parce que perçus comme risqués. Donc, dans la finance inclusive, on va trouver
le financement du secteur agricole, par exemple, qui est typiquement perçu comme risqué ou pas trop la priorité dans nos pays. On va trouver la microfinance, donc prêter aux tout petits entrepreneurs qui n'ont pas forcément les garanties solides nécessaires. On va trouver la finance qui prend en compte les questions climatiques, par exemple, et on va trouver la finance qui prend en considération les spécificités de l'entrepreneuriat féminin, par exemple, ou des jeunes. Donc, c'est assez large et ça part du constat que les services financiers, que ce soit avoir un compte bancaire, des moyens de paiement ou un crédit, c'est quelque chose qui doit être universel. Très bien. Alors, quelque part dans votre parcours aussi, vous mettez un accent puisque vous avez, comme on l'a dit en vous présentant, j'ai certainement pas tout dit, que vous avez une connaissance globale des problèmes que rencontrent justement des petites entreprises, moyennes ou petites entreprises. Pourquoi vous voulez mettre un accent sur ça? Parce que est-ce que c'est difficile pour eux d'être prêtés par des banques? Oui, et c'est le cas en RDC et ailleurs, c'est pas seulement en RDC. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'un analyste financier dans une banque va d'abord regarder les états financiers d'une entreprise avant de lui prêter. Or, nous savons que plus de 80% de l'entrepreneuriat en Afrique, et plus particulièrement en RDC, c'est l'informel. Et qui dit informel dit qu'il n'y a pas forcément la documentation, la comptabilité organisée qu'on peut trouver dans une entreprise plus grande. Donc, pouvoir approcher les choses différemment, c'est d'abord accepter ce constat et puis développer des méthodologies d'analyse qui permettent de reconstruire ces chiffres-là que peut-être l'entrepreneur n'a pas lui-même, sur base de ce qu'il va déclarer, sur base de ses moyennes journalières et mensuelles, et grâce à cela, pouvoir lui accorder un crédit. Alors aujourd'hui, vous conseillez beaucoup des banques. Vous êtes consultante en tout cas, vous conseillez des banques. Est-ce que vos stratégies sont aussi suivies et portent les fruits? Je dirais que oui, dans le sens où de plus en plus d'institutions financières de manière générale, que ce soit banques ou institutions de microfinance, constatent que pour réellement servir le marché, il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'elles font actuellement. On a une vingtaine de banques aujourd'hui. Autant d'institutions de microfinance, je crois plus de 200 ou 300 coopératives, et malgré tout, on constate que la vaste majorité des entrepreneurs en RDC n'ont probablement jamais mis pied dans un hall bancaire et n'ont jamais eu de crédit. Donc, l'enjeu ici, pour les consultants comme nous, qui travaillent notamment sur des programmes d'inclusion financière avec des bailleurs de fonds, c'est assister les institutions financières à aller plus loin, à changer leur méthodologie d'approche, à élargir leurs outils et puis à aller au-delà des agences physiques. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'une institution financière peut avoir un nombre limité d'agences physiques, mais peut aussi impacter des clients bien au-delà, même dans des villes où ils n'ont pas d'agence physique. Et ça se fait souvent par les services financiers numériques. Et ça aussi, c'est un métier à part entière que les banques et institutions de microfinance sont en train d'intégrer dans leur business model en fait. Donc, avec la modernité, avec la technologie, le métier de banquier ou de professionnel de la microfinance est en train de changer. Alors, métier de banquier, quand il s'agit de prêter, c'est aussi un peu des risques à prendre parce que il y a certains pays, comme par exemple, malheureusement, en République démocratique du Congo, où même si on est soit employeur ou employé, on n'a vraiment pas la sécurité économique qu'il faut. Donc, en ce moment-là, quels seraient les critères pour arriver à prêter sans pour autant avoir la peur de ce risque-là de pas se faire rembourser, de pas avoir ses intérêts finalement, parce que même quand les particuliers ouvrent par exemple des comptes, à un certain moment ils sont au rouge et ils ne reviennent peut-être pas payer. On fait une stratégie de bloc, enfin comment dire, juste abandonner le compte et continuer sa route. Je suis très contente que vous ayez soulevé ce point parce que c'est vraiment au cœur des préoccupations des institutions financières, la question du risque en fait. C'est vrai, le métier des institutions financières, c'est l'intermédiation financière, c'est-à-dire collecter les épargnes là où elles sont, donc là où prendre les épargnes des personnes qui ont de l'argent à mettre de côté et prêter cette épargne-là aux personnes qui en ont besoin, typiquement les entrepreneurs. Donc, bien évidemment, si je prends votre épargne et que je la prête à un entrepreneur, je dois m'assurer que cet entrepreneur
a la capacité de rembourser parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin de votre épargne. Et c'est là le cœur et le talent, la subtilité au niveau des institutions financières qui veulent faire de l'inclusion financière parce qu'elles n'ont pas les garanties habituelles. Elles ne peuvent pas tabler sur peut-être une parcelle ou un patrimoine immobilier pour ces petits crédits. Donc, ça se base sur la confiance. Alors, comment elles le font? L'aspect capacité et comportementale du client est analysé. L'analyste ou l'agent de crédit va se renseigner un peu dans l'entourage, peut-être si l'entrepreneur est au marché, poser un peu des questions, savoir quelle réputation cette personne a et au-delà de ça, s'intéresser à la façon dont la personne fonctionne au quotidien. Donc cette analyse de crédit, ça peut prendre plusieurs jours en fait parce que l'agent de crédit va descendre plusieurs fois sur le terrain, observer, essayer de vérifier les déclarations de l'entrepreneur pour arriver à synthétiser maintenant la réalité des chiffres. Donc c'est un métier qui prend du temps. Mais ça permet d'aboutir à des crédits à des personnes qui n'ont pas forcément les garanties habituelles. Très bien. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent en ce moment, nous sommes donc avec Madame Edwige Takassi, qui est directrice générale de Wi-Fi Consulting. On va s'arrêter là pour ne pas dire tout ce qu'elle est. C'est quand même énorme ce qu'elle est. Mais on va dire que dans tout ce que vous faites, ce qui est au centre, c'est l'humain, justement. Exact. C'est pourquoi vous faites partie de ce grand projet qui est l'Ubuntu. Alors, dans votre secteur d'activité, puisque vous êtes aussi en même temps quelqu'un qui conseille, vous êtes aussi coach en développement personnel, ça je le rajoute aussi, et professionnel. Alors, quelle est la part dans tout ce qui concerne justement les finances ou en termes commerciaux, la part de l'humain dans tout ça? Il est mis où? Je sais qu'il doit être mis au centre, mais est-ce que c'est effectif? Alors, est-ce que c'est effectif? Je pense que ça dépend des stratégies d'entreprise. En tout cas, ce que je constate, c'est que de plus en plus d'entreprises, que ce soit dans le secteur bancaire ou ailleurs, se rendent compte que pour bâtir la fidélité et la longévité de leur relation avec leur personnel, il faut qu'elles aillent au-delà de ce qu'elles faisaient avant. Les générations qui nous suivent n'ont plus du tout dans la tête de faire carrière au même endroit toute leur vie. C'est des générations jeunes qui veulent voir un peu, découvrir le marché du travail. Et donc, pour vraiment captiver leur attention et les retenir, il faut aller au-delà. Et là où intervient l'idée que l'humain doit être au centre des stratégies d'entreprise, c'est de se dire que chaque individu au sein d'une entreprise a des talents, même au-delà de la fiche de poste qu'on lui a donnée. D'accord. Et donc, l'intelligence émotionnelle d'un plan de carrière, ça va être d'essayer de détecter les talents de chacun et encourager cette personne à les développer et les maximiser pour le bien de l'entreprise, oui, mais aussi pour le bien et l'épanouissement de cette personne elle-même. Donc, c'est vraiment une façon de voir les choses différentes. Néanmoins, on ne perd pas de vue le fait qu'une entreprise privée, ça a aussi des actionnaires et les actionnaires ont des exigences de profitabilité. Et ce qui est magnifique, c'est de voir que le fait de stimuler les talents individuels, en fait, ça stimule la performance et en réalité, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, c'est très important. Tout à l'heure, nous allons entrer au cœur vraiment de notre sujet. Ce serait le leadership féminin, puisque c'est ce mois ici, nous allons en parler dans Kelo Bantu. Comme je l'ai dit, que c'est une plateforme qui contribue au développement de la République démocratique du Congo par l'amélioration de son capital humain, en tout cas au niveau des entreprises. Et Kelo Bantu, tout au long de l'année, a beaucoup d'activités. Peut-être que les gens se basent seulement sur la conférence qui est organisée pendant 3 jours, mais tout au long de l'année, il y a des webinaires. Tout au long de l'année, il y a des femmes qui se rencontrent, qui parlent, qui réfléchissent en tout cas sur comment justement améliorer ce capital humain qui est au centre et au cœur de l'entreprise pour un bon épanouissement de cette entreprise. On marque une courte pause et on revient dans un instant. Le saviez-vous? De retour sur ce plateau, tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Le Saviez-vous, votre magazine de découverte et du savoir, et qui, en tout cas, ce soir, reçoit pour votre plaisir Madame Edwige Takassi, directrice générale de Wi-Fi Consulting. Avec elle, nous avons parlé un tout petit peu de son parcours tout à l'heure, pour ceux qui nous ont pris en cours de route. Nous avons parlé de son parcours, mais également de son secteur d'activité, qui est les finances, les banques. On va parler cette fois-ci des leadership. Leadership, on en parle. Leadership au féminin, puisqu'aujourd'hui, il faudrait quand même ressortir cette femme-là qu'on a longtemps laissée dans les fourneaux. Ça ne veut pas dire qu'elles ont laissé leur fourneau. Madame Edwige, elle fait de très, très, très bonne cuisine, ça j'en suis sûre.
au-delà de ces casquettes. Alors, est-ce que aujourd'hui, quand on parle de ce leadership féminin, que doit-on comprendre exactement? Est-ce un slogan? Est-ce juste un mot, juste pour faire beau ou juste pour revendiquer quelque chose? Je pense que le leadership féminin, c'est probablement un de ces thèmes un peu à la mode. Donc, je pense que les gens le tournent un peu à toutes les sauces. Mais l'idée de mettre un mot sur le sujet, c'est aussi de se dire que peut-être dans différents secteurs d'activité dominés généralement par les hommes, on a eu à voir un certain type de leadership très axé sur les résultats. Il y a rien de problématique à être axé sur les résultats. Mais la limite, c'est que certaines fois, peut-être on en oublie l'humain qui fournit ces résultats. Exactement. Et j'ai l'impression que quand on veut parler de leadership féminin, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas obligé d'imiter seulement ces éléments-là qui historiquement étaient dominants sur le marché, qui étaient focalisés seulement sur les chiffres. De plus en plus, on parle d'intelligence émotionnelle et de quotient émotionnel. C'est pas pour rien. Il y a le quotient intellectuel, oui, mais beaucoup d'analyses aujourd'hui montrent que le succès d'une personne dans une carrière ne dépend pas que de son niveau d'intelligence ou de son quotient intellectuel, mais aussi de son intelligence émotionnelle. Et parler de leadership féminin, c'est aussi de dire aux femmes qu'elles n'ont pas on n'attend pas nécessairement d'elles, comme avant, de simplement imiter les modèles de rôle qu'elles ont eu hommes, mais aussi de laisser s'exprimer leur façon bien spécifique, bien à elles, de gérer des équipes. Et c'est vrai qu'une femme va peut-être avoir plus tendance à avoir une attention particulière sur l'humain. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour les hommes, mais j'ai la sensation que certaines fois, on va réprimer ces tendances, alors qu'au contraire, ça permet de développer une empreinte de leadership bien à nous. Il y a autant de leadership, je pense, que de leaders. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer son leadership à sa sauce, à sa façon. Et rien n'empêche de continuer à se focaliser sur les résultats, parce qu'on peut quand même avoir d'excellents résultats tout en ramenant la réflexion sur les personnes finalement de l'équipe et comment développer ces personnes-là au-delà de développer l'entreprise pour laquelle ces personnes travaillent. Alors, Madame Edwige, je sais qu'il y a un contraste quelque part parce que beaucoup de gens pensent que quand c'est un leadership féminin, il y a beaucoup de laxisme parce que voilà, les femmes, elles sont un peu, on va dire, un peu molles. Elles laissent souvent faire des choses quand on leur met plutôt dans un poste de direction. Elles n'ont pas cette main de fer. Alors que dans l'autre sens, les gens pensent que quand c'est une femme, justement, pour pallier à ça ou pour, on va dire, éliminer cette pensée-là des gens, elles sont trop dures, à outrance même. Alors, comment est perçu finalement ce leadership féminin aux yeux des femmes elles-mêmes, mais aussi des hommes? C'est bien que vous souleviez la question parce que c'est en général, dans le monde de l'entreprise, on va effectivement être confronté, mais du côté des hommes comme des dames, on va être confronté en tant que dame à un chef femme ou homme dur, ou plutôt peut-être pas si dur que ça. Mais dans tous les cas, la question c'est, est-ce que ce chef ou cette chef, c'est une personne qui va avoir tendance à développer son équipe ou pas? Je pense que toute la différence, c'est là. Dans ma carrière, j'ai beaucoup plus appris de mes chefs très durs que des chefs qui étaient peut-être trop laxistes. Parce qu'en fonction du moment où on est de sa carrière, on n'a peut-être pas forcément la maturité professionnelle pour avoir carte blanche. Donc, tôt dans ma carrière, par exemple, j'ai surtout eu des managers, hommes et femmes, assez durs. Mais rétrospectivement, je me rends compte que c'est ce dont j'avais besoin à l'époque parce que ça m'a mis sur les rails et ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur ma propre résilience. Et bien après, une fois que j'ai pu faire mes armes, j'ai eu heureusement des chefs qui étaient beaucoup plus ouverts, qui avaient beaucoup plus tendance à me laisser faire les choses à ma manière à partir du moment où j'apportais les résultats. Et là, j'ai appris l'autonomie, j'ai appris à faire marcher ma créativité, j'ai appris à libérer mon potentiel. Donc, je dirais, leadership homme ou femme, l'important, c'est de quand même trouver un équilibre. Et j'insiste sur le fait que dans une équipe, avoir que des femmes ou que des hommes, c'est pas vraiment l'idéal. Donc, la question du leadership féminin, c'est pas non plus basculer dans l'autre extrême. C'est vraiment arriver à un équilibre dans une équipe où les leaders, hommes et dames, arrivent à équilibrer un peu leur façon de faire, aussi bien côté intelligence, quotient intellectuel que intelligence émotionnelle.
Très bien, nous parlons donc du leadership féminin et ce soir nous nous intéressons au domaine des finances, au domaine des banques. Alors, quelle est la proportion des femmes justement qui occupent des postes de responsabilité ou de postes de direction, on va dire, dans ce domaine de finances? Alors là, je parle des institutions, je parle pas des PME ou bien de son propre entreprise ou quand on est entrepreneur, mais je parle vraiment des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des femmes chefs d'institutions? Alors, dans le secteur bancaire, c'est vrai qu'il y a une double réalité, en fait. Quand on regarde dans beaucoup d'institutions, en fait, dans les chiffres agrégés, on va trouver, en fait, un grand nombre de femmes. Donc, ça va être 40, 50, parfois même au-delà de 50%. Mais ce qui se passe, c'est que plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Donc, quand on parle de poste de caissière, oui, la majorité, ça va être des femmes, traditionnellement. Et puis, quand on va monter en termes de chef d'unité, chef d'entreprise, DG, DGA, comité de direction, et même au niveau du conseil d'administration, c'est là qu'on va voir les chiffres baisser. Donc, cette double réalité, elle est ce qu'elle est. Il y a des entreprises qui font l'effort conscient de changer un peu cela en ayant des politiques de croissance en termes de carrière qui donnent leur chance à tout le monde. Et qui mettent peut-être même en avant aussi les opportunités pour les femmes. Mais je dirais que ce n'est pas encore la majorité sur le secteur bancaire. Alors, on va dire que Madame Edwige, vous avez été DGA d'une grande institution bancaire, vraiment, on va le dire. C'est énorme, c'était une femme. Alors, est-ce qu'il y avait une politique, en fait, qui facilitait les recrutements au féminin ou bien c'était une roue assez quand même bloquée? Alors, je donnerai 2 réponses à cette question. En fait, c'est vrai que quand je me suis jointe aux différentes institutions, d'ailleurs, dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai trouvé, en fait, des institutions qui étaient neutres en termes de genre. Et l'avantage, quand on est dans une institution neutre en termes de genre, ça veut dire que par défaut, l'institution se dit, peu importe votre genre, peu importe votre sexe, vous avez les mêmes capacités. Et donc, on offre les mêmes opportunités à tout le monde. Et ça, c'est déjà un terreau positif pour permettre aux personnes de progresser, parce que quand on ouvre les candidatures à l'interne et que de caissier, on peut monter à chef caissier ou chef d'agence, on précise que ces candidatures-là sont ouvertes à tous et à toutes. Donc ça, déjà, c'est un signal important. Maintenant, là où il y a quand même une certaine limite en termes de neutralité, et où on peut lancer le débat de est-ce qu'il faut avoir une politique de discrimination positive ou non, est-ce qu'il faut avoir des quotas, et ça c'est un tout autre débat, c'est qu'on se rend compte que naturellement, à partir d'un certain moment, les femmes atteignent un certain plafond de verre. C'est vraiment ce concept de plafond de verre, c'est réel. Okay. Pour diverses raisons, parce qu'à un moment donné, elles ralentissent pour des raisons de maternité, elles ont besoin de plus de temps pour s'occuper de leur famille, etc., etc. Mais on sait que sous d'autres cieux, les institutions arrivent à réorganiser la manière dont la femme peut travailler pour qu'elle continue à avoir les mêmes opportunités. Et c'est là, je pense, que le déclic doit se faire pour les institutions qui réellement veulent voir les femmes progresser, pas seulement au poste de chef de service et chef de département, mais aussi au poste de comité de direction et même dans le conseil d'administration. Il faut vraiment, à un moment donné, où on donne le coup de pouce qui permet de réadapter les réalités de l'entreprise aux réalités aussi de la vie. Alors, tout à l'heure, comme vous avez dit, dans d'autres entreprises ou sous d'autres cieux, on essaie un peu de réorganiser les choses pour aider justement cette femme à travailler et à faire son métier correctement. Est-ce que c'est pas cette réorganisation-là, quelque part, qui lèse un peu les hommes, on va dire, parce qu'ils se diront peut-être que voilà, il n'y a pas de mesure de grâce pour nous, il n'y a pas de réajustement pour nous. Pourquoi il faut le faire pour la femme, justement, puisqu'on veut qu'il soit professionnellement au même pied d'égalité que l'homme? Alors, je vais donner un exemple d'un couple de professionnels, un homme et une femme. Peut-être chacun d'eux travaille dans une banque, mais une banque différente. Donc, tous les deux se marient, ils ont des enfants et grâce au fait que les deux travaillent, ils peuvent subvenir aux besoins du foyer, ils peuvent offrir, parce qu'ils ont 2 salaires, une meilleure école pour leurs enfants, etc., etc. Donc, c'est là véritablement où ça devient intéressant de soutenir aussi, d'ailleurs, la politique de salaire égal pour travail égal. Parce que si je peux soutenir autant mon mari par la force de mon travail, de mon salaire, pour que nos enfants aient un avenir meilleur, c'est quand même un argument solide. Là où on apporte l'argument de peut-être réadapter certaines réalités, c'est que c'est ce couple-là, tous les deux travaillent à temps plein. Le jour où l'enfant est malade, qui va rester à la maison? Qui va à l'hôpital s'occuper des enfants? Parfois, c'est papa, oui,
Mais il se trouve que dans sous nos cieux, les attentes, c'est que beaucoup plus maman s'en occupe. Alors, c'est maman qui va prendre un congé ou c'est maman qui va ralentir, etc., etc. Et peut-être c'est l'employeur de maman qui va voir d'un mauvais œil que maman ne fait peut-être plus les mêmes horaires qu'elle le faisait. Alors que dans d'autres entreprises, quand on est dans 10 ans ou quand on projette mentalement, maman va peut-être emporter son laptop et pouvoir continuer réouvrir son ordinateur le soir une fois que l'enfant est soigné, couché, etc., etc. C'est de ça que je parle en termes de réadaptation des réalités. Et je précise que dans les entreprises qui ont fait cette transition, à un moment donné, cette flexibilité-là est ouverte aussi aux hommes. Parce que peut-être que papa, ça l'intéresse aussi d'être au chevet de l'enfant et de travailler de son laptop quand l'enfant dort. Donc, plus de flexibilité, en fait, en réalité, si on y réfléchit, ça fait gagner à tout le monde, en fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces femmes qui ont des discours que si aujourd'hui ce leadership n'est pas pris au sérieux ou la femme qui dirige n'est pas pris au sérieux, c'est aussi à cause de la femme elle-même parce que, voilà, il y a beaucoup trop de justifications en ce qui concerne la femme en elle-même par rapport à l'homme quand il s'agit de l'exécution justement de sa tâche ou de son travail. Alors, les excuses, elles sont de quel ordre? Je pense qu'il faut peut-être séparer les différentes discussions. Pendant longtemps, j'étais vraiment fondamentalement contre la question des quotas parce que je me suis battue pour être là où je suis aujourd'hui. J'ai jamais bénéficié de quotas et je n'aurais pas aimé à aucun moment de ma carrière qu'on me dise « En fait, tu as été nommée parce que tu étais une femme. Il y avait un autre homme qui avait les compétences comme toi, mais qu'on a mis de côté parce que tu es une femme. » Ça, je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver à une personne qui se bat. C'est qu'on lui dise que en réalité, elle n'avait pas le niveau de compétence, mais voilà, un concours de circonstances a fait qu'elle était au bon endroit, il fallait absolument atteindre le quota, mettre une femme. Voilà. Si les quotas, ça sert à ça, je pense qu'il faut repenser les quotas. Néanmoins, quand on parle d'excuses, c'est vrai que ça dépend un peu des valeurs qu'on nous véhicule et des valeurs dans lesquelles on grandit. Si on doit s'approprier ces quotas et commencer à les revendiquer en donnant l'impression qu'on n'a pas à faire le même travail derrière, c'est là que ça devient un problème. Donc, aussi bien à l'école qu'à l'université, qu'ensuite sur le monde du travail, avoir la culture du travail bien fait et de l'effort, c'est important aussi bien pour un garçon que pour une fille. Exactement. Et c'est comme ça qu'il faut éduquer, je pense, les enfants. Il ne faut pas dire à nos jeunes filles, non, mais grâce au quota maintenant, tu peux te relaxer, tu n'as pas besoin, même tes examens, tu n'as pas besoin de réviser parce qu'il y aura toujours un quota pour te repêcher. Non, chacun doit donner le meilleur de lui-même et tirer sur les opportunités qui viennent dans la mesure du possible. Mais on ne doit pas être dans l'excuse et dans la complaisance, parce que si on est dans la complaisance, en fait, on va baisser la qualité de travail de manière générale parce qu'on se focalise sur les mauvaises raisons. Vous avez été longtemps dans les postes de direction. Comment réagir face à la discrimination de ces hommes qui ne sont pas d'accord à être dirigés par une femme? Une équipe qui est dirigée par une femme avec beaucoup d'hommes à l'intérieur. Parfois, cette femme rencontre beaucoup de problèmes parce que, justement, ces hommes ne veulent pas la considérer comme chef, comme celle qui donne les ordres. Alors, comment réagir face à cette discrimination quand on est chef d'entreprise, surtout dans une institution? Je peux comprendre quand c'est une entreprise privée, on sait, voilà, c'est sa boîte, c'est sa boutique ou c'est son magasin, on peut comprendre. Mais quand on est dans une institution, par exemple, bancaire, puisqu'on est en train de parler justement des banques. C'est une très bonne question et je n'aimerais pas la simplifier à outrance. C'est dur, il faut l'admettre. Il y a des circonstances où on s'est battu pour être là où on s'est battu pour devenir leader. On essaye de mettre autant d'intelligence émotionnelle que d'intelligence pratique dans son leadership, mais on ne pourra pas avoir l'assentiment de tout le monde, c'est comme ça. Que ce soit parce qu'on est femme, que ce soit parce qu'on est homme, mais peut-être pas de la bonne ethnie. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'au sein d'une institution, il y a des tensions quand quelqu'un est nommé manager ou leader. Il faut en être conscient et l'accepter. Maintenant, le grand point, c'est quel effort on met en tant que leader à justement faire participer toutes les personnes de son équipe. Et je pense que dans ce domaine, le conseil que je donnerais, c'est pas tellement ce qu'on va dire qui va avoir un impact, c'est la façon dont on va se comporter.
Donc, c'est pas une question de taper du poing et dire c'est moi le boss ou c'est moi la chef, maintenant tu obéis, parce que souvent ça ne marche pas vraiment. C'est une question de fixer les limites quand il faut fixer les limites, inclure les personnes de la meilleure façon et se donner le temps qu'il faut pour les intégrer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut avoir une certaine fermeté par rapport à ça, parce que une entreprise, c'est un seul bateau et on peut pas avoir des personnes qui se battent les unes contre les autres. Effectivement. C'est pas facile d'être chef d'entreprise. On parle là de femmes, d'avoir ce leadership. Il faut... parfois, les hommes ne s'en rendent pas compte. Fournir 2 fois plus d'efforts là où, pour un homme, ça peut passer facilement, parce que je crois que traditionnellement, quand c'est un patron ou un chef homme, il dit A, automatiquement les gens font A, mais quand c'est une femme, et ce qui est dû, à mon humble avis, c'est pas seulement les hommes, en fait, qui ont du mal à respecter ou à suivre les ordres d'une femme. C'est parfois beaucoup plus, d'ailleurs, les femmes. Et ça, j'arrive pas à comprendre. C'est quoi le problème, puisque les femmes sont en train de se battre pour ça, mais les mêmes femmes sont en train de tirer celles qui arrivent vers le bas. Moi, je comprends vraiment pas. J'avoue que je comprends pas non plus, mais c'est vrai que c'est aussi une réalité. En réalité, le monde de l'entreprise, c'est un monde complexe. J'ai l'impression que à un moment donné, c'est tellement dur pour certaines femmes que elles ont l'impression qu'elles sont seules face à tous et toutes, et que si une autre personne les surpasse, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour elles. Et ça, pour moi, c'est l'inverse de la mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance, c'est de se dire, une entreprise en croissance va, à un moment donné, avoir besoin de tous ses talents. Exactement. Et plus on va concourir à développer justement l'entreprise et à développer ses propres talents, plus on va se faire une place au soleil. Donc oui, on a certaines fois des attitudes qui sont destructives, ou nous-mêmes, entre femmes, on se met les bâtons dans les roues. Et la question, c'est de savoir, en tant qu'entreprise, est-ce qu'on a des processus comme des team building, comme on dit chez les anglo-saxons. En fait, tout ce qui est construction d'équipe, team building, activités extra-entreprise, c'est assez courant finalement, parce qu'ils sont conscients du fait que les liens se bâtissent en fait en dehors des salles de réunion et en dehors des équipes. Et je pense que dans ce genre de circonstances, lorsqu'il y a des tensions internes, c'est bien de trouver des zones communes, être dans un environnement où elle se rende compte que peut-être que cette dame-là, que je ne supporte pas, en réalité, elle a plus en commun avec moi que je ne le crois. Peut-être que ce qu'elle projette, c'est des choses sur lesquelles je suis moi-même inconfortable, parce que je sens que je n'ai pas encore ces compétences-là. Mais peut-être qu'au lieu d'être une ennemie, elle peut être une alliée pour moi et me tirer vers le haut. Donc, c'est toute une réflexion à faire autour de ça. Alors, vous êtes aussi, Madame Edwige, vous êtes aussi dans la formation des personnels, en tout cas dans la formation des personnels. Alors, quel est votre rapport par rapport, justement, en ce qui concerne la mentalité? Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de dialogue social au sein d'entreprises. Est-ce que ces dialogues sociaux est vraiment, véritablement installé? Vous qui parlez avec les employeurs et les employés, est-ce que c'est vraiment installé? Est-ce que ça a sa place, sa raison d'être dans les entreprises aujourd'hui, peu importe le secteur? Alors, je dirais même bien au-delà du dialogue social, parce que souvent, quand on parle de dialogue social, on va surtout parler de revendications. Et je pense que oui, les revendications, c'est important. Le dialogue social est là pour une raison, fixer des conditions minimum acceptables pour les travailleurs et les employés, oui. Mais je dirais qu'il faut aller bien au-delà. Oui, on peut avoir une structure à l'interne où on a peut-être un comité d'entreprise ou un syndicat, mais c'est pas suffisant en réalité. Il faut aller bien au-delà de ça. Il faut réfléchir à la culture d'entreprise et ce qu'elle communique au personnel. Il faut réfléchir aux valeurs de l'entreprise et amener le personnel à s'interroger. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs d'entreprise? Où est-ce qu'il y a un point commun? Sur ce point commun-là, est-ce qu'il y a des choses que je peux réaliser pour l'entreprise, mais qui permettent que je me réalise moi-même? Je vais donner un exemple que j'ai lu récemment et que j'ai trouvé assez édifiant. Okay. Il y a eu une analyse qui a été faite dans le secteur hospitalier. Il se trouve que c'était dans la santé. Et on a demandé à des personnes qui étaient au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire c'était des personnes qui s'occupaient du nettoyage de l'hôpital. On leur a demandé, est-ce que vous êtes en phase avec votre fiche de poste? Et est-ce que vous considérez que votre travail est important pour l'hôpital? Il y a une partie des personnes qui ont estimé que oui, ma fiche de poste, je la comprends et je l'exécute. Mais non, j'estime que je suis vraiment au bas de l'échelle et mon travail n'est pas particulièrement important. Et l'autre partie
ceux qui considéraient que leur travail était important et on leur a demandé de décrire pourquoi, ils ont exprimé en fait ce qu'on peut lier directement à une raison d'être. Donc, ils ont expliqué, c'est vrai que mon travail, ma fiche de poste strictement, c'est de nettoyer, mais quand je passe dans tel couloir, je visite tel malade, je lui fais la conversation, je sens que je lui apporte un rayon de soleil et j'aime communiquer avec les gens. Et donc, comme j'aime communiquer avec les gens, j'inclus cette qualité-là dans mon travail quotidien. Donc, toutes les personnes qui ont expliqué qu'elles étaient épanouies dans leur travail, à travail égal comparé à d'autres personnes, c'était des personnes qui avaient su mettre leur propre talent personnel au service finalement de leur fiche de poste. Et je pense que quand on réfléchit à la question de sa valeur ajoutée individuelle dans une entreprise, c'est à ça qu'il faut penser en fait. Exactement. Voilà. Et puis ça peut aussi aider l'employeur à savoir peut-être réorienter aussi cette personne. Exactement. Le jour où il y aura des opportunités, bien évidemment, on va regarder les personnes que les clients réclament en fait. Exactement. Non, il faut absolument que cette personne-là progresse. Le saviez-vous, fidèles auditeurs, reçoit en tout cas Madame Edwige Takassi, comme je l'ai dit, elle est directrice générale de Wi-Fi Consulting. D'ailleurs, on va parler de Wi-Fi Consulting pendant quelques instants pour en savoir un peu plus avant de retourner dans le cœur de ce sujet qui est donc le leadership féminin. Voilà, on en parle de ce leadership puisque vous êtes vous-même aussi chef d'entreprise, vous êtes directrice générale de Wi-Fi Consulting. Qui est Wi-Fi Consulting? Wi-Fi, moi quand je vois Wi-Fi, c'est directement Internet. Est-ce qu'il s'agit réellement de ça? En fait, c'est un jeu de mots. Wi-Fi, c'est Women in Financial Inclusion, donc les femmes dans l'inclusion financière. D'accord. Et en même temps que Wi-Fi en termes de cabinet, on a aussi Wi-Fi Network. Donc, c'est un jeu de mots Wi-Fi Network. D'accord. Pourquoi? C'est parce que c'est un réseau qui met en contact les experts qui concourent à l'inclusion financière. Et il se trouve que quand on parle d'inclusion financière au sens large, ça peut inclure les experts dans le secteur de l'énergie renouvelable, ça peut inclure les experts dans les secteurs de l'agriculture, ça peut inclure les experts dans différents secteurs en fait. Parce que comme je le mentionnais tout à l'heure, typiquement le financement de l'agriculture, c'est un des domaines considérés comme risqués. Et pour y arriver, une institution va devoir développer des compétences là-dedans. Donc on va devoir aller chercher des experts de ces secteurs-là. Donc c'est un réseau et en même temps c'est un cabinet qui fournit des services aux institutions financières, banques ou institutions de microfinance, pour leur permettre de réorienter leur stratégie pour plus d'inclusivité financière, développement de produits, formation de personnel, coaching également, et qui fournit également des services dans le cadre de programmes de développement. Alors, comment Wi-Fi Consulting fonctionne? C'est à la demande ou bien à la recherche finalement? Il va vers le client ou bien le client vient vers lui? Comment ça fonctionne finalement pour s'introduire ou s'installer, on va le dire, dans le marché? C'est un peu les deux parce que dans le domaine de la consultance, en fait, il faut regarder les appels d'offres. Il y a pas mal d'appels d'offres où les structures vont aller demander à des cabinets de consultance de postuler par rapport à un certain thème, de faire une proposition et va choisir probablement le meilleur qualité-prix en fonction de ces différents critères. Donc, c'est beaucoup d'appels d'offres, mais c'est aussi à la demande. Donc, on a des circonstances où une institution va nous contacter directement pour demander si on peut développer un programme sur mesure par rapport à tel ou tel élément. Et vous existez depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Alors, en 2 ans, une petite évaluation sur vous-même, ça va? Vous mettez déjà très bien les pieds dans l'étrier ou ça vient tout doucement? Bon, en tout cas, en termes de comment j'évalue ça au titre personnel, je dirais que ces 2 années, c'est probablement les 2 années où j'ai appris le plus en termes de compétences, en termes de carrière. Parce que pendant longtemps, j'étais dans un domaine d'activité assez spécifique, dans une institution spécifique, avec une stratégie d'entreprise spécifique. Et le fait d'être consultante et de travailler de manière globale pour le secteur financier, ça me permet de travailler avec des acteurs de différents horizons, de différentes nationalités, avec différents objectifs. Donc, en termes d'expérience de vie, je dirais que c'est une excellente expérience de vie et c'est une excellente transition, en fait. Quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. Finalement, les banquiers prônent le développement des PME, mais s'essayer soi-même à l'entrepreneuriat, ça permet de vivre les réalités des entrepreneurs et de les comprendre d'autant plus.
Alors, vous avez travaillé dans plusieurs pays africains. Vous êtes aujourd'hui en République démocratique du Congo. Est-ce que le fonctionnement, justement, de ces différents pays-là rencontre le fonctionnement de la RDC en termes d'implantation d'entreprises, en termes, on va dire d'implantation personnelle, parce qu'il faut aller aussi au contact des uns et des autres. Est-ce que c'est fluide ou c'est un peu lourd? En fait, ce qu'on constate, c'est que on voit les mêmes grands thèmes dans le secteur financier un peu partout. Donc, un peu partout, depuis quelques années, on parle vraiment de thèmes nouveaux au sein de l'inclusion financière, comme par exemple le financement spécifique de l'entrepreneuriat féminin. En anglais, on parle même de gender finance. C'est vraiment le thème qui cache beaucoup de réalités. On parle des services financiers numériques. Donc ça atteste du fait que les nouvelles technologies viennent révolutionner le métier de banquier. Donc un peu partout en Afrique, on parle de tous ces thèmes-là et les banques et institutions de microfinance améliorent leur système pour intégrer ces éléments-là. Maintenant, ce que je constate aussi pour avoir travaillé sur plusieurs pays en tant que consultante, c'est que j'ai la sensation, encore une fois, que les pays anglophones ont l'air d'avoir un train d'avance sur nous. Dans le secteur bancaire, ça se voit. On voit que les thèmes liés notamment aux services financiers numériques semblent avoir été développés et aller à une vitesse supérieure. Dans certains pays, on voit déjà des tendances où vous pouvez avoir un crédit décaissé directement sur votre téléphone sans que vous ayez à aller en agence. Je pense qu'on n'en est pas encore là dans certains pays francophones. Donc, c'est les mêmes thèmes, c'est le même fil conducteur, mais on voit que ça va plus vite dans certains pays. Même au niveau du régulateur, certaines choses sont un peu différentes dans certains pays. Alors, on va dire, c'est peut-être parce que la langue, en anglais, on parle vite, en français, on parle pas vite. Du coup, c'est comme ça. Puisque vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé de nouvelles technologies. Parlons de cet invité, on va le dire quand même, inattendu, pas désiré, qui s'appelle le Covid. La pandémie, en tout cas, de la Covid a suscité beaucoup de changements, on va le dire, beaucoup de transformations assez inattendues. Aujourd'hui, le digital est devenu un élément à ne pas négliger, si pas à 90% aujourd'hui. Sans le digital, on n'évolue pas. Alors, qu'est-ce que la pandémie de la Covid a transformé dans votre entreprise, dans la manière de faire les choses? Alors, je pense qu'en termes de manière de travailler, je pourrais dire peut-être dans la vaste majorité des secteurs, la pandémie a appelé les employeurs à revoir leur façon de travailler. On a eu des périodes entières où certaines zones de la ville étaient fermées, en fait, où l'accès était difficile. Et il a bien fallu maintenir les services financiers, les services autres. Donc, le premier impact que j'ai vu, c'est que beaucoup d'employeurs ont revisité la façon de livrer leurs services. Ont adapté, justement, on parlait tout à l'heure, adapter le travail pour les femmes qui doivent travailler à la maison. Là, voilà, il y a eu Covid. Ce n'était ni une question de genre, ni une question d'enfants malades, c'était une question d'urgence sanitaire. On s'est rendu compte qu'on pouvait performer autant quand on travaille de la maison, quand les conditions sont réunies, que quand on est au travail. Donc, on a dû revisiter nos manières de travailler et on a aussi dû revisiter la manière dont on livre les services aux clients. Typiquement, dans le secteur bancaire, ça veut dire que quand une agence est fermée et que le client a besoin de son argent, il faut bien trouver des solutions pour lui donner son argent. Quand il s'agit de faire une analyse de crédit et qu'avant, on avait besoin que le client se déplace, il faut bien trouver des solutions pour faire les choses différemment. Donc, c'est une révolution, je pense, plutôt qu'une évolution qui s'est enclenchée. Et mon point de vue, c'est que dans 10 ans, les institutions financières qui vont vraiment se démarquer, c'est celles qui vont vraiment capitaliser sur ce déclic-là. Peut-être certaines vont avoir la tentation de revenir aux anciennes façons de travailler parce que c'est ce qu'on a toujours fait, c'est peut-être notre zone de confort, mais je suis persuadée que certaines vont tirer leur épingle du jeu beaucoup plus rapidement. Très bien. Alors, Madame Edwige, j'aimerais quand même faire introduire la jeunesse dans notre discussion. On sait que la jeunesse, africaine de manière générale et congolaise, a du mal d'avoir des modèles, mais aussi à accéder aux emplois, même quand il s'agit simplement d'un stage. Alors, comment pallier à cette réalité-là qui, au final, empêche en fait les jeunes d'avoir des ambitions de faire des grandes études ou même de mettre la tête dans les études. Déjà, il y a des études dites d'hommes. Du coup, il y a des métiers dits aussi en même temps d'hommes. Comment arriver justement à ôter cette peur-là de la tête ou du cœur des jeunes?
Alors, la première chose que j'aimerais dire par rapport à cette question, c'est que c'est vrai qu'à une certaine époque, on nous a inculqué qu'il fallait faire des études pour assurer un bon poste dans une bonne entreprise. Avec comme idée qu'on allait y faire carrière. Je pense que maintenant, de nos jours, les choses sont un peu différentes. Et de toutes les façons, on sait que quand on compare le nombre de jeunes diplômés chaque année au nombre d'emplois générés par les grosses entreprises et le secteur public, il n'y a pas photo. C'est impossible d'absorber. La balance voilà. Donc, pour moi, aussi bien en RDC que dans les autres pays en Afrique, la vraie transformation va se faire si on est capable d'inculquer l'entrepreneuriat dès l'école. En fait. Exactement. Il faut que nos jeunes étudiants aillent étudier en ayant déjà à l'esprit j'aimerais devenir un entrepreneur à succès plutôt que j'aimerais devenir un employé à succès. C'est pas évident comme changement de mentalité, mais c'est vrai qu'encore une fois, dans les pays où on sent qu'il y a un esprit entrepreneurial fort, c'est parce que dès l'école, en fait, les cours sont orientés vers ça. On sort pas diplômé en se disant j'ai aucune idée de comment monter une entreprise. Il faudrait que tout ça soit enseigné déjà dès l'université. Il faut dans d'autres pays, on a ce qu'on appelle les juniors entreprises. Une junior entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise sur le campus gérée par des étudiants, et qui fonctionne réellement comme une entreprise. Donc, qui trouve des petits jobs aux étudiants. Qui génèrent des revenus. Générer des revenus pour payer leurs études. Et au fur et à mesure, ça leur permet en même temps de bâtir à ces étudiants-là qui travaillent et qui gèrent ces entreprises, de bâtir un historique et une expérience. Donc, je pense que tout ça doit partir de là et qu'on doit bâtir des générations de diplômés qui veulent entreprendre plutôt que bâtir des générations de diplômés qui rêvent d'avoir un poste dans une grande entreprise. Très bien. Justement, ça nous amène à poser cette question. Kelo Bantu va lancer très bientôt un programme, en tout cas, elle va lancer un programme de mentorat. De mentorat, il va lancer ce programme-là, il va l'initier où des seniors vont prendre vraiment des chefs d'entreprise et autres. Ça sera pas seulement des chefs d'entreprise, des entreprises typiques qu'on connaît dans les finances et autres. Ça peut être aussi dans la science, parce qu'il y a des domaines où, voilà, il y a quand même des jeunes, mais ils trouvent pas de mentor. Ils savent pas qui est là, qui est déjà émergé. Et Kelo Bantu va lancer, va initier donc ce programme-là de mentorat. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord de ce programme-là? Puisque vous faites partie de Kelo Bantu finalement. Alors, le mentorat, je pense que c'est quelque chose qui a manqué depuis assez longtemps finalement dans nos systèmes éducatifs, alors que c'est assez répandu ailleurs. Pourquoi c'est important d'avoir un mentor? D'abord, c'est quoi la définition d'un mentor? C'est une personne qui a généralement plus d'expérience que nous dans la vie et dans la vie professionnelle. Exact. Et qui peut nous prodiguer des conseils. C'est une personne à qui on peut véritablement demander voici où j'en suis à cette étape-ci dans ma vie. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Qu'est-ce que tu as fait à l'époque quand tu étais à ma place, si tu as été à ma place? Et est-ce qu'il y a des recommandations ou des choses que tu peux me dire de là où tu es? Parce que finalement, c'est des personnes qui sont peut-être nous-mêmes, mais dans quelques années. Avoir une personne comme ça qui joue un peu le rôle de grand frère, grande sœur, ça permet peut-être de se rassurer un peu quand on a des choix difficiles à faire. Ça permet de voir que c'est aussi possible, parce que pour rêver d'être par exemple chirurgien, il faut savoir que ah oui, en fait, il y a des femmes qui sont chirurgiens ou il y a des personnes qui n'ont pas étudié à l'étranger, qui sont des très bons chirurgiens. En fait, il faut avoir des personnes qui sont là pour nous permettre de casser un peu les mythes et qui nous permettent de croire en nous-mêmes et croire en le fait qu'on peut se surpasser. Donc, je crois fermement en tout ce qui est mentorat parce que je trouve que ça instille un peu cet aspect d'intelligence émotionnelle dont on parlait. Donc, l'école va peut-être nous apprendre les compétences techniques, mais on n'a pas de personnes qui vont nous guider en termes de choix. Qu'est-ce qui fait battre mon cœur finalement? Quelle est ma passion? Comment je peux allier ma passion à mes études? Comment je peux allier ma passion au métier que je vais choisir, etc., etc. Alors, est-ce que, parfois la frontière, on n'arrive pas à déceler ou à comprendre la frontière entre mentorat et parrainage?
Parce que parfois, quand on parle de mentor, il y a des gens qui vont déjà au-delà. Ça veut dire que si c'est un mentor en termes de leadership ou en termes d'entreprise, de chef d'entreprise, ça veut dire qu'il va peut-être prendre sous son aile aussi mon entreprise, allez, on va le dire financièrement, ou bien s'il faut fournir des trucs. Est-ce que on peut arriver, quand on est mentor justement, à bien tracer les lignes entre les deux? C'est une question complexe. Je pense que ce qui est important dans une relation de mentorat, c'est de définir les règles dès le début, peut-être. Et n'oublions pas que de la même façon qu'on peut avoir plusieurs parents, plusieurs grands frères, plusieurs grandes sœurs, en fait, il faut chercher plusieurs mentors. Il ne faut pas que tous nos espoirs reposent sur une seule et même personne, parce qu'il n'y a pas de Superman, Superwoman. Donc, typiquement, pour certains types de décisions, on va peut-être vouloir faire appel à telle personne. Certains autres types de décisions, on va savoir que cette personne n'a pas cette compétence et cette personne va elle-même dire, écoute, par rapport à ça, sincèrement, je n'ai pas la compétence. Donc, même du point de vue de la responsabilité du mentor, c'est important de savoir dire à sa personne mentorée, écoute, par rapport à ça, je n'ai pas de réponse pour toi. Par contre, je te recommande peut-être de voir telle ou telle personne. Donc, c'est extrêmement important de fixer les limites, en fait. Cette formation, ce programme de formation de Kelo Bantu va donc être axé sur le mentorat en leadership féminin. Beaucoup soutiennent quand même que les femmes, entre elles, ne cèdent pas ou très peu et très difficilement. Celles qui sont seniors, parfois, quand ils arrivent à un certain niveau, on va le dire, des décisions ou bien son entreprise a atteint. Alors, parfois, elles regardent le parcours qu'elle a eu, les difficultés qu'elle a eues. Peut-être qu'elle n'a pas eu de mentor, elle n'a pas eu des facilités. C'est difficile, parfois, d'avoir un mentor qui vous ouvre les chemins comme on voudrait vraiment que ça soit. Alors, cette question me permet de rebondir sur un point que je répète et que je répète quand on parle de mentor. En réalité, un mentor... Nelson Mandela, c'était mon mentor. J'ai jamais rencontré Nelson Mandela. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé comment il a vécu, j'ai analysé la façon dont il réfléchissait, et ça m'a énormément aidé dans certaines décisions que j'ai pu prendre. Donc, oui, on n'aura peut-être pas tous la possibilité d'avoir des mentors, des personnes physiquement disponibles à côté tout le temps. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut commencer quelque part et que dans notre pool de mentors, il peut y avoir des gens vivants ou non, proches ou non physiquement, mais dont on peut analyser la façon de réfléchir, qu'on peut suivre un peu. Aujourd'hui, on a l'ère du numérique. On suit des gens sur Instagram, sur Facebook. Est-ce que c'est seulement des gens qu'on suit parce que ils sont glamour, ou est-ce que aussi c'est des gens, des leaders dont on suit l'évolution, on suit les discours, on suit les enseignements et on en apprend soi-même. Donc le mentorat, c'est une réalité globale. À chacun, je pense, de tirer le meilleur de ce qui existe finalement dans ce monde numérique, et on peut véritablement avoir un certain nombre de mentors sans avoir à attendre le programme de Kelo Bantu ou en complément du programme de Kelo Bantu. Ça, c'était très important, et moi, ça m'a enseigné. On n'a pas besoin d'avoir un mentor physique qui vous tient la main à chaque moment, et puis d'abord, c'est pas votre maman qui va vous tenir la main. C'est des conseils, en tout cas des grandes lignes pour vous aider dans ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis déjà enseignée. C'est du coaching qui commence déjà. Tout à fait. Alors, ce programme sera lancé. Vous aurez peut-être, si vous en faites partie, je pense que vous en faites partie, des jeunes femmes qui seront sous votre aile. Vous allez coacher ou peut-être vous soutiendrez durant cette période, parce que ça aura une période. Vous vous attendez à quel genre des futurs leaders, on va le dire, au féminin? Alors, je pense que ce qui est intéressant dans les programmes de mentorat ou de coaching qui sont développés, c'est que je pense que l'idée, c'est d'aller aussi chercher peut-être des personnes qui, autrement, n'auraient peut-être pas eu ces opportunités-là. Donc, mon attente, c'est peut-être d'avoir un groupe assez divers en termes de d'où la personne vient, quel type d'études la personne a faites, quel est l'objectif en termes de carrière ou en termes d'entrepreneuriat de ces personnes-là. Et plus on a une diversité, plus le débat est riche, en fait. Et on va se rendre compte aussi que dans tout ce qui est coaching, en fait, peu importe finalement le domaine d'activité. C'est peut-être ça, peut-être la différence entre mentorat et coaching. Et je pense que ce programme va combiner les deux. Les deux, oui. Un mentor, souvent, va être peut-être quelqu'un, soit d'un domaine d'activité similaire, soit en tout cas dans une ligne de leadership similaire, parce qu'on va vouloir se comparer vraiment dans telle circonstance de ma vie. C'est la même circonstance de ma vie où mon mentor était. Qu'est-ce que mon mentor peut me recommander ou qu'est-ce que mon mentor aurait fait? Alors qu'un coach,
professionnel, c'est vraiment sa profession, c'est de guider. Donc, le coach ne va jamais dire, voilà ce que tu devrais faire. Par contre, le coach va poser un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que tu as l'impression que ça, c'est plus important que ça? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Il va poser la question du pourquoi 3 fois pour aller au cœur des choses, pour stimuler la réflexion et pour permettre au coaché de prendre lui-même ses décisions et décider par lui-même. Donc, je pense que la richesse de ce genre de programme, c'est d'avoir un public assez divers, même si les coachs sont les mêmes, parce que cette diversité fait qu'on apprend les uns des autres. Et le coach, qui n'a pas besoin d'avoir une couleur en termes de secteur d'activité, peut véritablement jouer son rôle. Madame Edwige Takassi, c'est vraiment un grand bonheur, un plaisir de passer ce moment avec vous. On n'a pas envie d'arrêter. Franchement, j'ai pas envie d'arrêter. Je regardais à peine l'heure, mais je suis bien obligée puisque nous sommes à la radio, puisque nous sommes dans les médias. On doit quand même s'arrêter. Alors, une question sur justement Kelobantu plateforme, Kelobantu conférence, Kelobantu plusieurs activités, des webinaires. Mais on va dire que ça fait quand même 2 éditions du forum Kelobantu qui a déjà vu le jour et vous avez assisté à cela. Alors, est-ce que vous avez un mot sur cette initiative et aussi les initiateurs de la plateforme, s'il y a un petit mot à dire là-dessus? Alors, ce que je vais saluer dans l'initiative Kelobantu, je crois que Kelobantu, si j'ai bien compris, en réalité, ça signifie mot à mot ressources humaines. Voilà, ou capital humain. Capital, parce que Kelo, c'est la source et Bantu, c'est justement nous les humains. Capital humain, voilà. Ce que je salue, c'est que Kelobantu prend quelque chose qui est transversal parce que finalement, le capital humain, quel que soit le secteur d'activité, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord. C'est d'ailleurs peut-être la chose la plus importante qu'on puisse avoir. Donc, prend ce concept qui est transversal et renvoie au public de manière générale l'idée que, quel que soit le secteur d'activité, de temps en temps, il faut s'arrêter, prendre une pause et réfléchir. Oui, on a notre stratégie d'entreprise, on a nos objectifs, on a la profitabilité, on a nos valeurs, mais est-ce qu'une fois par an, on s'assoit, on réfléchit avec notre personnel, on réfléchit à l'adéquation entre notre culture d'entreprise et ce qu'on fait, et on les invite en fait finalement à véritablement participer? Ou est-ce qu'on est dans une situation où ils vont se lever chaque matin, aller comme des automates au travail, revenir à la maison et recommencer le lendemain? Et je pense que la réponse qu'on va donner à cette question, ça va être véritablement ça qui va déterminer en termes d'attractivité en tant qu'entreprise, l'attractivité qu'on va avoir par rapport au public. Que ce soit une grande entreprise d'ailleurs ou une petite PME, plus on va avoir cette attention humaine-là envers ses salariés, plus on va véritablement leur donner envie de donner le meilleur d'eux-mêmes et peut-être de rester et faire un bout de chemin avec nous. Donc je salue cette initiative parce que c'est une des rares initiatives qui nous pousse à réfléchir à ça. Merci beaucoup, madame. Et les jeunes femmes vont quand même vouloir avoir un petit coaching, on va le dire, un conseil de la coach professionnelle pour les jeunes femmes qui nous suivent en ce moment, qui souhaitent, ou en nous écoutant, ils avaient peut-être des rêves, ils avaient peut-être peur de se lancer, mais qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine, dans votre domaine de prédilection qui est les banques et les finances, mais pas que, dans d'autres domaines aussi, peut-être dans les métiers dits d'hommes, comme on le dit, mais qui n'ont pas, on va dire ce courage-là, ou bien ils n'ont pas encore le déclic, ils peuvent peut-être l'avoir de vous. Oui, alors ce que je dirais, c'est une question large et c'est une lourde responsabilité que vous me donnez. On ne sait jamais, on peut puiser. En quelques mots, donner peut-être des guides, des éléments de coaching. Mais ce que je dirais vraiment, et ce que je dis à chaque fois en début de coaching, c'est que il faut tout démarre de sa vision, en fait. D'accord. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas ça à l'école et c'est ce qu'on devrait apprendre en premier à l'école. Tout dépend de notre vision et de nos valeurs. On peut faire 10 métiers différents et quand même exprimer sa vision et ses valeurs. Tout comme on peut être en errance professionnelle, passer d'un job à l'autre, peut-être même grandir en termes de salaire et de carrière sans véritablement s'épanouir. Et généralement, ça signale le fait qu'on n'a pas fait cette réflexion profonde pour s'interroger sur qu'est-ce qui me plaît véritablement. Je vais donner un exemple. Vous m'avez dit de donner envie peut-être à ces jeunes et de leur donner des conseils sur le secteur bancaire. Mais en réalité, le secteur bancaire, il y a des ressources humaines,
il y a de l'informatique, il y a des gens qui font des métiers plutôt de service à la clientèle, donc c'est de la communication, de la négociation. Il y a une telle diversité de métiers que je dirais que ce soit dans le secteur bancaire, le secteur des télécommunications ou même l'entrepreneuriat, de plus en plus, on a la latitude d'exprimer en fait son talent personnel. Et donc, moi, vraiment, mon conseil premier, c'est de demander à chacun de s'asseoir et de réfléchir en fait. En tant que personne, quand je serai partie, j'aimerais qu'on se rappelle de moi par rapport à quoi en fait, par rapport à quelle valeur, par rapport à quel comportement. Et ce genre de questions va nous indiquer ce que sont nos valeurs. Et une fois qu'on a ces valeurs-là, on peut véritablement mieux réfléchir à comment les exprimer, peu importe le métier qu'on choisit. Comme on reprend l'exemple que j'ai pris de tout à l'heure de ces personnes-là qui s'occupaient pourtant simplement du nettoyage, mais dont certains le vivaient vraiment à un autre niveau et par conséquent vont probablement attirer d'autres types d'opportunités. Merci beaucoup, Madame Edwige Takassi, d'avoir accepté notre invitation, d'être notre première invitée en ce qui concerne ce mois sur le leadership féminin spécial Kelo Bantu, on va le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Le saviez-vous s'arrête ici pour ce soir. Merci à tous de votre attention. On se retrouve mercredi prochain à partir de 19h. Nous resterons toujours dans le même thème du leadership féminin, mais cette fois-ci, nous allons recevoir une autre femme. Bonne soirée chez vous. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM